Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau forum sur Fréquence 8. Aujourd'hui, je suis accompagné de la youtubeuse Orasam. Bonjour. Salut! Comment ça va? Bah ça va très très bien, dure journée mais on est là. Alors, t'es une youtubeuse bretonne qui a commencé il y a combien de temps? J'ai vraiment commencé ma chaîne YouTube le 1er janvier 2024, donc c'était il y a un peu plus d'un an. Avant, je faisais quelques lives sur Twitch, mais sans trop savoir ce que je voulais faire. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai fait ma chaîne YouTube que j'ai commencé à avoir vraiment une DA. Et du coup, voilà. T'as commencé YouTube ainsi, t'avais pas d'autres chaînes avant? Non, Un c'était peu vraiment obscur, ma chaîne. non. J'avais jamais rien posté, tu sais, c'était D'accord. mon compte YouTube. Ok. Et après, bah, du coup, avec le temps, je me suis dit, bon, faudrait peut-être que j'en fasse quelque chose de ça. Donc voilà. Tu t'es lancé sur YouTube avec des inspirations, avec une volonté de créer des vidéos en particulier? En fait, moi, YouTube, ça fait vraiment quand même un petit moment que je veux faire. Depuis le collège, je voulais faire du YouTube. J'ai connu YouTube vraiment quand j'étais très très jeune. Et la création de contenu, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Et de fil en aiguille, tu sais, t'as les études, t'as les obligations, machin, donc tu mets ça de côté. Et au final, j'ai laissé le truc un peu moisir, on va dire, pendant des années. Jusqu'à du coup fin 2023, début 2024, où il y a eu des choses dans ma vie qui ont fait que je me suis retrouvée dans une situation où j'avais pas grand chose à faire et où cette idée de faire des vidéos sur YouTube est revenue. Et je me suis dit, pourquoi pas. En vrai, c'est un peu, je vais l'admettre, je vais dire un truc un peu cringe, mais genre, tu sais, il y a une musique de Orelsan qui dit, genre, si tu veux, non, si t'as besoin de filmer, je sais Oui, plus ce t'as qu'il besoin dit. d'un truc qui filme, ouais, Voilà, c'est ça, je connais même pas dans la sa musique, musique. juste, genre, j'avais eu la phrase à un moment dans ma tête, on dirait trop le début d'un film, tu vois. Et je me suis dit, mais oui, j'ai pas besoin, j'ai juste besoin d'une vieille webcam et puis d'un vieux mic et puis ça va le faire, tu vois. Et donc après, voilà, j'ai acheté le matos et valider qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Parce que c'est bien de vouloir faire des vidéos sur YouTube, mais qu'est-ce que tu veux raconter? Et puis du coup Don't Hug Me I'm Scared est arrivé un petit peu de manière inopinée, genre j'étais en train de faire une nuit blanche et sur YouTube j'ai eu Don't Hug Me I'm Scared qui m'a été recommandé et ça m'a rappelé des souvenirs. Du coup je suis en mode ah mais oui, ce truc existait. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo, j'ai décidé de commencer quelque part, même si c'était déjà un sujet qui avait été traité et que ça commence à dater, donc Don't Hug Me I'm Scared. Je me suis dit pourquoi pas, parce que moi je pars du principe que même c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont déjà traité le sujet que tu peux pas le faire à ta manière. Et voilà, et puis ça m'intéressait de commencer un peu le montage par là, et donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et du coup, Don't Hug Me I'm Scared, on pourra en reparler, mais avant, je voulais savoir, est-ce que tu as des inspirations qui te sont venues pour justement te lancer sur YouTube, donc des youtubeurs ou d'autres créations? Ouais, bien sûr. En fait, c'est comme ça avec tout le monde. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un peu c'est un peu dramatique quand on parle d'inspiration, mais peu importe les formes d'art, j'y viens. Mais genre, tu sais, c'est vachement ce truc de quand t'as des inspirations, on dirait les gens le prennent un peu comme du plagiat ou des choses comme ça, Moi, je vois très en bien. mode ah ouais, ça se voit que c'est inspiré par un tel. Et alors, faut bien commencer quelque part. Quand tu Voilà. es novice dans un domaine, tu vas piocher des informations un peu partout et forcément après tu vas rajouter ta DA. Moi, je sais que mes premières grosses inspi, c'était bien sûr Fedup, surtout sur le côté un peu horreur, sur le côté storytelling aussi. Après, il y a aussi beaucoup de mecs. En fait, c'est beaucoup de gens de la commu storytelling, Ouais, en la fait, tu vois. storytelling, Donc, ouais. tout ce qui est The Great Raconter une histoire. Review. Ouais, voilà, c'est ça. C'est The Great Review, c'est Combo, c'est What a Fail, c'est plein de gens comme ça. Même des plus petits comme Vision ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment des gens qui, non seulement par le montage et par le storytelling, arrivent à te faire aimer un sujet que. Enfin, moi, je sais qu'il y a des vidéos que je connaissais déjà le sujet, mais je les ai quand même regardées parce que ils ont un storytelling qui est intéressant, qui fait que tu peux vraiment facilement rentrer dans le truc. Et ça, c'était quelque chose qui était assez important pour moi. C'était de faire en sorte. Je me suis dit, mais comment je peux faire pour intéresser les gens à ce que je dis et pas genre les ennuyer, parce que même moi, en tant que spectatrice aussi, je regarde des vidéos sur YouTube. Ça m'arrive de regarder des youtubeurs qui ont une grosse communauté, qui font des vidéos vraiment travaillées, mais le storytelling, j'arrive pas. J'arrive pas à regarder la vidéo au bout de plus de 10 minutes parce que le storytelling, je peux pas, tu vois. Et donc ça, c'est toute la difficulté du truc, je pense, là-dedans. Ouais, donc en gros, tu t'es mis vraiment dans vraiment une volonté d'être dans le storytelling et vraiment, du coup, s'améliorer au fur et à mesure des vidéos.
C'est Et ça. du coup, la première vidéo, effectivement, comme t'en as parlé, c'était Don't Hug Me, I'm Scared, parler de cette série, du coup, web série, on va plus dire, à la base. Donc, un peu dans l'étrange horreur, quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. Donc, je suis très fan de ce type de création sur Internet. On pourrait citer Syriac ou encore le Garde Castle. Ouais, de fou. Ouais. La Donc, Syriac est très très bon. Et mais, même des mecs comme Alan Resnick aussi. oui, clairement. Mm. Mais du coup, comment est venue cette envie de parler t'en as un petit peu parlé donc Tug Me I'm Scared et surtout, qu'est-ce qui t'a passionné dans la création de cette web série? En fait, le truc, c'est que genre, moi, j'ai toujours été. Je fais un peu partie. En vrai, il y a beaucoup de gens de la Gen Z qui sont comme ça. Euh, on a grandi avec Internet, on a grandi avec l'accessibilité à YouTube et aux plateformes de streaming et aux plateformes voilà, de vidéos. Il y a eu une période, en fait, tu sais, c'est beaucoup dans. J'ai l'impression, c'est beaucoup, voilà, début, avant 2010 jusqu'à à peu près 2014-2015. En fait, il y avait une effervescence de création sur Internet assez bizarre, creepy, tu sais, avec des trucs un peu cryptiques qui faisaient des millions de vues parce que juste les gens tombaient là-dessus de manière complètement par hasard et ils étaient en mode mais qu'est-ce que c'est quoi? Exactement. C'est trop Je vois bizarre. très bien ce que c'est. Et Don't Hug Me I'm Scared, on a eu la chance d'avoir eu plusieurs épisodes et même une deuxième saison du coup que j'ai découvert parce que moi le truc c'est que j'ai connu ça à l'époque quand la première saison est sortie et après j'ai grandi, je suis passée à autre chose quoi. Je me suis juste dit c'est un chouette petit projet et tout, enfin petit. Et quand j'ai vu que ça s'était décliné en vraiment une série, vraiment avec des épisodes de 40 minutes et tout, bah du coup ça m'a donné encore plus envie d'en parler, de faire une première partie et après de faire une deuxième vidéo où je parlerai de la saison 2 parce que du coup c'est une découverte pour moi. Et vraiment, ce que j'ai kiffé avec Don't Hug Me I'm Scared, c'est ce côté un petit peu. J'en parlais avec Ixama, mais c'est vrai que cette trope, elle est vraiment intéressante et marrante, même si maintenant on l'a un peu utilisée à toutes les sauces. Cette trope de prendre des trucs mignons et d'en faire des trucs gore. Je pense bien évidemment Ah, Pitry à Friends, Pitchy Friends. évidemment. Je pense évidemment, du coup, à. Il doit y avoir d'autres exemples. J'en avais un, je viens de l'oublier, mais c'est pas grave. En fait, il y en a plein. Il y en a plein des trucs comme ça où, tu sais, souvent c'est des trucs qui peuvent être sur Adult Swim ou tu vois. Oui, C'est des c'est trucs ça. qui sont pour adultes, mais qui ont qui ressemblent à La des trucs pour DA enfants. de création pour enfants. C'est ça. Et moi j'aimais bien. Et puis c'est aussi très mystérieux comme série. T'as des épisodes, t'es en mode ok, il se passe des choses, pourquoi ça part dans le gore, il y a des espèces d'easter eggs tout le temps, où genre t'as la même date qui revient tout le temps sur chaque épisode, Oui, t'as c'est plein ça. de trucs, t'as le personnage du papa de Jaune Oui, qui revient, ah oui, enfin, oui. tu vois, il y a plein de trucs intéressants, ce qui fait que ça donne de la matière. Exactement, c'est ça. Et puis il y a aussi ce truc de pourquoi d'un coup la musique elle se coupe. Comment Oui. on est arrivé à quelque chose de très joyeux au début à aujourd'hui. Là tout est distordu devant mon écran. Ouais. Ça fait très bizarre comme si j'étais ailleurs sans avoir bougé de vidéo, sans avoir bougé de lieu en fait. C'est ça, et moi c'est ce que j'aime. Je pense que c'est un truc que j'aime beaucoup dans les créations de gens sur Internet. C'est surtout tu vois, le changement d'ambiance, le fait d'être surpris, le fait de dire oula, je m'attendais pas à ça. Tu vois, quand tu vois la miniature, quand tu regardes les 5 premières minutes, enfin les 2-3 premières minutes, tu t'attends pas à la fin, tu vois. Et ça c'est intéressant, ça te tient en haleine, tu as envie de regarder la suite. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc vraiment. Et je pense que d'un côté, c'est peut-être pour ça aussi que les gens ont un peu moins accroché la deuxième saison. Parce que, en fait, c'est des épisodes qui sont déjà beaucoup plus longs. Et c'est des épisodes où t'as moins ce côté vraiment genre en 7 minutes, il se passe tout et n'importe quoi. Là, c'est vraiment un truc qui s'étend dans le temps. Ils essaient vraiment de raconter un peu plus le lore. Bon, ok, c'est cool. Mais c'est vrai que personnellement, je préfère aussi la DA et l'aura de la saison 1. C'est indéniable. Il y a une référence à Don't Hug Me I'm Scared d'ailleurs dans la série Gumball. Gumball, ouais. C'est très intéressant aussi de savoir que Gumball aussi utilise beaucoup de types d'animation dans sa série. Donc, c'est carrément la meuf, je sais, alors je suis désolée, je retiens pas les noms, Non, mais c'est je pas sais grave. qu'il y a 2 personnes qui ont créé Don't Hug Me I'm Scared, un mec et une meuf, et je sais que la meuf a bossé directement avec sur l'épisode. Oui, c'est ça. Ouais, il C'est me ce qui me semble semblait, que que Ouais. ils avaient directement travaillé sur l'épisode. C'est ça. On va remonter sur une autre vidéo que vous avez créée sur le jeu Mario Galaxy. Ah oui. Ça a marqué des générations, ce jeu, hein, clairement. Ça a Moi, marqué... je m'en souviens. Ah oui. Ah, ça a marqué des générations et ça a marqué enfin, ça m'a beaucoup marqué. C'est un de mes jeux préférés, je pense. Outer Wilds est venu un peu le titiller il n'y a pas si longtemps que ça, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup la nostalgie. Il y a beaucoup la nostalgie de Mario Galaxy. C'est un de mes premiers jeux, c'est un de mes premiers souvenirs vraiment d'avoir fini un jeu, de l'avoir poncé.
J'avais envie de faire. En soi, oui, la vidéo parle de Mario Galaxy, mais aussi beaucoup de trucs de mon enfance. C'était une vidéo très personnelle, parce que, encore une fois, j'étais au début de ma chaîne, donc je savais pas trop quoi raconter. J'étais juste en mode, ah bah tiens, j'aime trop ça, bah, je vais voir s'il y a d'autres gens qui l'aiment, donc je vais faire une vidéo dessus. Et ouais, non, Mario Galaxy, vraiment banger. Oui, en fait, on est plongé dans un autre univers dans le jeu, à travers le jeu, donc vraiment, c'est un peu comme si on était hors du temps, dans l'espace, hors du temps, et ça fait du bien. Ouais, les musiques sont incroyables de ce jeu, hein, incroyables. Ah ouais, mec, vraiment, les musiques de Mario Galaxy, je me rappelle à une période, je me mettais des playlists, juste je sortais dans la rue, j'écoutais des musiques de Mario Galaxy parce que l'orchestre est tellement insane. Clairement. Mais ouais, non, franchement, Mario Galaxy, très très bon point. On va remonter un peu, vous avez fait une autre vidéo, auquel d'ailleurs j'ai fait aussi sur le sujet là, c'est la perte de mémoire en musique à travers The Caretaker et Viewer at the End of Time. C'est vraiment important d'en parler en plus. À travers du coup ces albums, il a réussi à faire en sorte de diffuser quelqu'un qui perd la mémoire à travers cette maladie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la création de cette vidéo, ce que vous en avez fait, vos inspirations? En fait, ce qui est drôle, c'est que maintenant, c'est des vidéos qui, bien sûr, sont vers le début de ma chaîne. Donc, c'est des vidéos où j'avais pas du tout la même manière de bosser. Et tu sais, quand je repense à ces vidéos-là, genre, je regarde le truc et je me dis... ah ouais, genre, j'ai vraiment pas fait un truc de fou. En fait, je suis pas... C'est pas que je trouve que ma vidéo est nulle, mais c'est juste que c'est vrai que je pense pas que j'ai réussi à vraiment lui rendre honneur comme je voulais le faire. J'aurais peut-être dû partir sur une vidéo vraiment plus sur Alzheimer, les maladies mentales. Ouais. Sauf qu'il y a déjà des très très bonnes vidéos qui en parlent, notamment Feldup, on avait fait une très très bonne vidéo. Ouais. Donc je voulais parler de James Lennon Kirby, du coup, de The Caretaker. En fait, c'est parce que je sais que j'ai connu The Caretaker grâce à Feldup. Je sais qu'il avait sorti une vidéo il y a de ça quand même quelques années. Oui, c'était il y a longtemps. Ouais, c'est à 5-6 ans au moins. Et j'avais découvert The Caretaker avec sa vidéo. J'avais poncé son album. C'est quand même 6 heures de musique. Et les 2-3 dernières strats sont vraiment terribles. Mais oui. C'est intéressant. Surtout, du coup, les deux voire 3 premières... sont assez intéressantes parce qu'en fait, du coup, pour ceux qui savent pas, The Caretaker, c'est genre je crois que c'est un gars qui a bossé sur plein de trucs dans la musique. Et il a d'ailleurs, je crois, bossé avec Boards of Canada, mais ça faudrait que je vérifie. Et c'est quelqu'un qui a commencé à faire des recherches sur les maladies mentales, notamment Alzheimer. Du coup, c'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Et de fil en aiguille, il a créé un premier album qui parlait vraiment de la maladie mentale et d'Alzheimer, qui est... j'ai plus le titre aussi. Non, mais je l'ai plus non plus. J'ai la pochette d'album. Oui, mais pareil, mais j'ai plus le titre. C'est... Beyond. Ouais, il y a un truc avec Beyond dedans, ouais, j'ai oublié. Bref, en gros, c'est un album qui parle de Alzheimer, mais sans avoir trop un storytelling. C'est vraiment juste, il prenait des samples de musique. Donc en fait, son but, c'est qu'il prend des vieilles musiques d'avant-guerre ou de juste après-guerre. C'est vraiment des vieux sons, des vieux vinyles. Et du coup, il y a ce grain, il y a ce côté ancien, et il va un peu modifier la musique pour rajouter une espèce d'ambiance hyper nostalgique, hyper pesante, et avec des petits grains de l'enregistrement du vinyle qui fait vraiment très ancien. Et donc, il y avait déjà un petit peu cette DA de vouloir faire de la musique sur la détérioration de la mémoire, en fait. Et après arrive Everywhere at the End of Time, qui est genre un monstre de ces 6 parties différentes pour une durée du coup de 6 heures, où chacune des parties matérialise en musique la dégradation de la mémoire d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est vraiment genre concept album ultime. Et du coup, moi, à ce moment-là, quand j'étais tombée sur la vidéo de Feldup, j'avais été vachement intéressée, mais voilà, encore une fois, je suis passée à autre chose. Et voilà... Quand j'étais en train de réfléchir à un sujet, je me suis dit, j'ai regardé sur Spotify, je me suis dit, c'est vrai que Everywhere at the End of Time, ça fait longtemps, et donc je me la suis réécoutée. Et à force de la réécouter, d'ailleurs, c'est devenu un des albums que j'ai le plus écouté de l'année, tellement juste, j'ai fait que de l'écouter, mais en même temps, ça dure 6 heures. Ouais. Mais voilà, donc c'était assez intéressant. J'ai bien aimé Dick dans sa discographie, je trouve qu'il fait des choses assez intéressantes. Et il avait fait aussi un espèce
avec le mec qui a fait les artworks, parce que du coup, pareil, les artworks, les cover arts, hyper important, j'adore ça. Les cover art de James Allen Kirby sont vraiment insane, sont vraiment très belles, et c'est fait par un artiste, un peintre, mais je sais plus comment il s'appelle. Et ils avaient fait une exposition à Centre Pompidou à Paris, quelques temps après la sortie d'Everywhere and at the End of Time. Ah ouais. Donc voilà, en fait, c'est un artiste qui est complet, qui est intéressant, qui fait des énormes projets de 6 heures pour parler d'un même. Voilà, tu vois, Ouais. même s'il y a eu des musiques de la première strate, notamment It's Just a Burning Memories ou des trucs comme ça, c'est des musiques qui sont devenues connues grâce au même. Mais je veux dire, voilà, faut quand même le sortir, l'album de 6 heures Oui. sur l'Alzheimer avec des musiques qui sont absolument horribles à écouter, juste parce que c'est que du bruit. Et aussi, derrière, voilà, de vraiment faire des artworks qui nous parle, de faire des expos, voilà, de montrer vraiment ce qu'il fait. Je trouve ça cool. Moi, je trouve que c'est un bon artiste, ce mec. Clairement. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, du coup, j'en ai fait une chronique, moi, de mon côté, qui est sur YouTube. Et sur ta chaîne aussi, du coup, on en parle aussi. Ok, ça marche. N'hésitez pas à aller regarder. Ça marche. On remonte une vidéo sur, du coup, le site web Reddit, le forum. Les bons et les mauvais côtés du forum, hein. Ça reste extrêmement intéressant. Moi, j'aime beaucoup Reddit. Et c'est pareil. Voilà, genre, en fait, le truc, c'est que Reddit, c'est assez impressionnant. Tu peux vraiment avoir tout ce que tu cherches sur Reddit. C'est-à-dire que tu arrives, des fois, moi, tu sais, je me pose des questions sur des choses, je veux une information sur quelque chose, je vais même pas passer par Wikipédia ou des trucs comme ça, je vais aller sur Reddit parce que il y a un truc qui me foudroie avec ce réseau social. Il y a des gens qui ont du knowledge, du savoir sur des trucs complètement random, complètement mais inutiles, mais ils ont un puits de savoir sur ça. Et du coup, dès que tu as la moindre question, que ce soit en termes juridiques, en termes de tout ce que tu veux, tu as des Jean-Michel, voilà, genre bac+5 en trucs judiciaires qui vont arriver sur Reddit et qui vont te sortir un pavé énorme en te disant « Ah en fait, il faut que tu fasses ça. » Enfin, c'est hyper cool. Par contre, effectivement, comme tous les autres réseaux sociaux, et Reddit a une manière assez singulière de fonctionner, ça marche beaucoup par communauté, en fait. C'est, tu vois, il y a directement, en fait, on appelle ça des subreddits, du coup. Donc, tu es sur Reddit, c'est sur la front page de Reddit, et tu as envie de, je sais pas, de voir des vidéos ou des photos de chats mignons, tu vas taper cute cats sur Reddit et tu vas tomber sur le subreddit cute cats où c'est que des photos de chats mignons. C'est un peu pareil que Facebook, sauf que la modération se fait du coup se fait beaucoup, maintenant un petit peu moins, il y a quand même beaucoup de modération de Reddit directement, mais à une époque vraiment c'était la jungle, quoi. C'était les gens, en fait, c'était les utilisateurs qui modéraient Reddit, et donc on a eu des trucs complètement hallucinants, et c'était en tombant un petit peu sur les archives des différents subreddits qui avaient été bannis avec le temps, de voir comment fonctionnait Reddit avant d'évoluer les trucs avec les API, etc. Je me suis dit, en vrai ça peut être sympa de faire une vidéo, et c'est vrai que dans mes vidéos, la vidéo sur Reddit, c'est assez marrant parce que c'est une vidéo qui est un petit peu transition, on va dire, vers justement du coup des vidéos plus longues. Je crois que c'était la plus longue de ma chaîne à ce moment-là, mais je suis plus sûre. Et aussi des vidéos, voilà, j'ai commencé à un peu mieux les travailler, je commençais à être un peu plus à l'aise sur le montage. Je mettais un peu plus d'humour aussi, des mèmes. Je sais que je me rappelle très très bien que Reddit, ça avait été un des premiers montages où je me suis dit ok, vas-y, j'y vais, quoi. Je vais vraiment faire un truc, voilà, j'ai envie de m'éclater un petit peu. Et c'est vrai que sur mes vidéos, j'essaie vraiment de pas être tout noir ou tout blanc, mais d'être dans la nuance, quoi. Je vais pas dire Reddit est dangereux, même si du coup j'ai fait exprès de faire un titre qui dit Reddit est dangereux, point d'interrogation, parce que justement je suis en mode en fait, ça dépend de ton utilisation et ça dépend de qui tu es. Moi, je sais que j'utilise Reddit depuis des années, j'ai jamais eu de soucis. Mais je suis déjà tombée sur des gens bizarres dessus, mais c'est normal, c'est un réseau social. Mais non, Reddit est très très fun. Reddit est très 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 fun. J'invite du coup nos auditeurs à regarder Reddit est dangereux, point d'interrogation sur ta chaîne. On remonte et on arrive à une grosse partie de ta chaîne, hein, l'iceberg des Lost Media français, en 3 parties. Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que je me suis dit, les Lost Media français, c'est nous. On parle beaucoup de Lost Media. Alors déjà, qu'est-ce qu'un Lost Media ? Il s'agit d'une archive, du coup, vidéo, photo ou audio qui est perdue, qu'on n'arrive pas à retrouver, mais dont on sait qu'elle a existé. Et on parle de Lost Wave quand il s'agit de musique. Mais c'est la même chose, c'est qu'ils sont perdus.
Et du coup, on part au début, en parlant d'un iceberg, on parle aussi au début en haut des plus connus, des plus populaires, et en bas du coup des moins connus ou des où on ne sait même pas d'ailleurs s'ils ont existé. C'est ça, c'est vraiment On la arrive à ce photo d'un point-là. iceberg. Et comme les icebergs, il y a la partie immergée et la partie submergée. Et donc, plus les trucs sont submergés, plus c'est des sujets qui sont méconnus. Ou même, du coup, dans le cadre des vidéos d'horreur, c'est des sujets flippants, terrifiants, hardcore, des trucs comme ça. Donc, ouais, ça dépend du sujet, l'iceberg. Bah justement, on va repartir, on va rebondir sur certains points de l'iceberg. On va pas tout dire forcément, on va laisser les gens découvrir sur ta chaîne. Mais il y a quand même quelques trucs où j'aimerais bien rebondir dessus, notamment Jean-Michel Jarre qui avait sorti un album Musique de supermarché, qui a été de manière volontaire, là pour le coup, voulu être du coup un lost media, enfin des lost wave entre autres, puisqu'il y a eu un album, l'album a été vendu à on sait pas qui, tout ce qui pouvait être copié ou copie a été détruit, et il y a eu une diffusion de l'album sur Radio Luxembourg en AM, donc c'était avant la FM, bonjour la qualité audio. Ouais, la qualité est vraiment dégueulasse. Donc ouais, carrément. Ouais. Donc très peu de retours de cet album, pourtant par un artiste français très connu. Voilà, c'est extrêmement marrant donc le cas du fait de dire que l'album est volontairement détruit pour pas que les gens le retrouvent. C'est assez drôle. Ensuite, il y avait le 5e album des Daft Punk, un album spontané d'ambiance, un album expérimental qui n'a jamais apparu. C'est très, très étonnant. Vous le dites d'ailleurs que vous êtes très fan des Daft Punk dans la vidéo. Je suis pas oméga fan, mais c'est vrai que je suis vraiment très très fan de surtout la période Random Access Memories, même si j'adore Discovery. C'est vrai que c'est des mecs, en fait, déjà par fierté, la French Touch. Évidemment. Et deuxièmement, c'est des... Pareil, en fait, c'est des gens qui cultivent le mystère. Ouais, il y a les masques, qui sont une marque de fabrique de fou, et c'est une idée de génie, même commercialement parlant, c'est une idée de génie. Et puis aussi dans la contribution qu'ils ont eue dans la musique, ne serait-ce que pour Daft Punk, ne serait-ce que sur d'autres musiques qu'ils ont co-composées et qui sont souvent des bangers. Je pense par exemple à le Stardust, Music Sounds Better With You, qui est aussi du coup fait par eux. Et puis dans la même veine, il y a aussi Justice qui est aussi dans la vidéo, même si eux c'est moins mystérieux et c'est moins Laura. On en reparlera de Justice. Voilà, c'est ça. Ça, mais du coup, Daft Punk, j'aime énormément. Et c'est un peu frustrant avec Daft Punk parce que je le sais pertinemment que les lost media autour de Daft Punk, il y a vraiment très, 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 très peu de chances que ça surgisse un jour. Parce que c'est des gars qui sont très, très forts pour. En fait, c'est pas comme des lost waves qui ont été perdus, mais de manière. Pas voulu. Oui. C'est vraiment juste avec le temps, ça a fini par s'effacer des mémoires, et puis il y a des gens qui ont retrouvé des enregistrements, et puis le temps de trouver les mecs originaux, c'était il y a 40 ans. Enfin bref, tu vois, là avec Daft Punk, c'est volontaire, tu vois. C'est vraiment, ils ont envie de pas, ils ont pas envie de partager. Ils sont vraiment, non, c'est à nous et tout. Même si des fois ils droppent des trucs comme ils avaient droppé. La réédition de Random Access Memories en 2023. Oui, récemment. Ouais. Là, c'était cool, tu vois, parce qu'il y a des nouveaux sons, notamment Infinity Repeating, qui est insane, mais genre, c'est Daft Punk, quoi. Ils aiment trop faire ça, ils aiment trop être juste mystérieux et ne pas drop et ne pas partager certaines choses. Vraiment, ils cultivent le mystère, et donc c'est frustrant, mais d'un côté, ça fait partie de la DA, donc why not. Ouais, c'est clairement leur marque de fabrique un petit peu, donc c'est très Daft Punk tout ça. Ah, bien sûr. On enchaîne avec les ARG perdus de Feldup, on en a parlé vite fait, c'était, il me semble, Costard Noir, qui a été entièrement perdu. Il a dit lui-même qu'il n'y a aucune copie qui existe, ça a été retiré de YouTube et de ses disques durs. C'est ça, voilà. Donc là, entre autres, il s'agit d'une série qu'il a volontairement détruit, encore une fois. Ouais, ça me fait vraiment beaucoup penser à des trucs. Moi, je sais qu'il y a des lost media. Par exemple, tu vois, toutes les vidéos que j'ai fait, toutes mes premières vidéos, c'est techniquement genre les fichiers, c'est des lost media. Je pourrais jamais les retravailler parce que j'ai supprimé. Oui, voilà. J'ai supprimé tous les archives. Tout supprimé. Et souvent, c'est comme ça. Même j'en parlais avec des gens qui faisaient de la musique. Des fois, je suis en mode genre, ouais, tu pourrais balancer ton instru. Mais je sais plus le fichier, quoi. Je me dis, mais c'est tellement des trucs, tu sais, des trucs bêtes comme ça parce que t'avais besoin de libérer de l'espace. À ce moment-là, t'avais pas de disque dur et tout, donc t'as supprimé, tu te dis c'est pas grave, et après tu regrettes, t'es un peu en mode en vrai ça aurait été marrant de le repartager des années plus tard, tu vois, mais c'est comme ça. Ouais, je vois très bien ce que c'est, hein. Nous aussi à la radio on supprime des fois les originaux et puis on fait bon t'es obligé de garder de la place, et voilà, en fait ça fera de la place, mais finalement peut-être qu'un jour les gens vont dire ah mais est-ce que t'as l'interview de
Non. Non. Non, mais c'est toujours comme ça. Mais même encore aujourd'hui, des fois, je supprime des trucs, mais pas du tout fait exprès. Genre, même là, récemment, ça m'est arrivé de supprimer un truc dont j'avais besoin pour ma prochaine vidéo. Et j'étais vraiment genre, ah non, Ah merde. mince. Mais c'est pas grave. Après, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Mais bon. On va remonter aussi dans le temps pour dire que les Lost Media, ça date pas d'hier. C'est l'appel du 18 juin du général de Gaulle qui n'a jamais été enregistré. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant parce que c'est quand même historiquement important et on l'a pas. Mais moi, ce qui Je crois qu'on a l'écrit, oui, mais on en n'a fait, c'est ça. pas l'audio en fait. Et en fait, ça m'a rappelé quand j'étais au collège. Du coup, je crois que c'était au collège. Ah, c'était peut-être au lycée. Je sais plus quand est-ce qu'on apprend, en tout cas, le truc de la première, de la Seconde Guerre Seconde mondiale. Guerre mondiale, pardon. Mais je sais que du coup, pour moi, l'appel du 18 juin, c'était quelque chose qui était enregistré, c'était acté, parce qu'on avait le transcript, en fait. Et en fait, quand j'ai fait les recherches, je me suis dit, ah, c'est intéressant, parce qu'un truc que je pensais être acquis, un truc que je pensais qu'on avait, au final, on l'a pas. Et je sais qu'en plus, le retranscrit écrit, c'est même pas l'appel original du 18 juin, c'est genre l'appel du lendemain. Oui, c'est ça. Et du coup, techniquement, vraiment, l'appel du 18 juin, on l'a pas du tout. C'est un Lost Media, et je pense que, vu l'époque, ça restera un Lost Media ad vitam aeternam. Oui, à jamais. Voilà, on ça, le retrouvera jamais. C'est un cas d'école de choses où on est sûr et certain qu'on le retrouvera malheureusement bien jamais. sûr. Bien sûr. Et ça, pareil, c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Oui, clairement, c'est clairement frustrant. On enchaîne avec Téléchat, les doublages anglais et espagnol introuvables, Oui. ou pas enregistrés, tout simplement. Voilà, c'est ça. Ah, mais ça, Téléchat, je voulais. En fait, tu sais, quand j'ai fait les vidéos, même si c'est à peu près, je crois que c'est à peu près 4 heures, même plus. Je sais plus combien il y a d'heures de contenu de mes icebergs si tu les compiles tous ensemble. Mais faut savoir que quand j'ai eu l'idée de faire l'iceberg, j'y suis vraiment, genre j'étais sur Reddit et je suis allée sur le subreddit des icebergs. Et c'est là où il y a tous les icebergs, enfin la plupart des icebergs en tout cas. Et à force de scroller, à force de descendre, je suis tombée sur un iceberg du coup sur les Lost Media français. Et moi je voulais pas parler d'iceberg autre que francophone parce que, on est en France, non. Mais en fait, tu vois ce que je veux dire, j'étais en mode, il n'y a pas d'iceberg sur les Lost Media français alors que c'est archi intéressant. On parle souvent des Lost Media anglophones et c'est souvent les mêmes qui reviennent. Mais qu'en est-il de nos Lost Media français? Et en fait, à ce moment-là, j'avais posté, tu sais, sur YouTube, tu peux juste poster un commentaire. Ouais. J'avais fait un post écrit sur mon YouTube en disant voilà, je vais faire voilà l'iceberg que je vais traiter et tout. J'ai juste teasé un peu le truc parce que justement, genre voilà, j'ai grave envie de faire un iceberg et j'ai envie de faire sur ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que tu as les créateurs originaux, du coup, les personnes qui ont fait l'iceberg. Donc, je ne sais plus comment ils s'appellent. En tout cas, ils sont crédités dans la description. Ils sont venus me contacter sur Discord pour me dire si tu veux on peut t'aider, etc. Et à ce moment-là, et donc ça c'est un petit peu le lore du truc. Et je sais que l'iceberg, je leur en avais parlé, je lui ai dit je vais pas pouvoir tout mettre parce que l'iceberg est vraiment très grand. Et en fait le problème avec les icebergs du coup des Lost Media francophones, et je pense que ça doit être avec anglophone aussi, mais il y en a beaucoup plus. Mais le problème des Lost Media francophones, c'est que c'est souvent la même chose en fait. C'est souvent random dessin animé des années 90 qui a disparu parce que personne n'a enregistré parce que c'est un dessin animé complètement random. Random souvenir de tel jeu vidéo, parce qu'on a aussi un peu le jeu vidéo, c'est surtout des trucs de Rayman, parce que Ubisoft RPZ, mais voilà, c'est souvent des trucs qui revenaient. Donc j'ai vraiment dû faire des choix. Et souvent, c'était des trucs très personnels. Et téléachat, c'est juste parce que je n'ai pas connu téléachat. Mais juste l'épisode de Joueurs du Grenier m'a donné envie de parler de téléachat. Et je voulais en parler, même si en soi, j'ai pas pu dire grand-chose sur Lost Media, tu vois, parce que on n'a pas énormément d'infos. Mais juste le fait de pouvoir placer JDG dans ma vidéo, pour moi, c'est... Genre du Grenier, pour moi, c'est juste je le place parce que je le trouve extrêmement drôle et que ça m'a fait plaisir de repenser à la tête de fœtus écrasée, bien sûr. Oui, je m'en souviens. Ouais, tu sais que moi, j'en parle parce que j'avais regardé beaucoup à l'époque. En français, c'était disponible facilement sur YouTube à l'époque. Et j'avais tout regardé quasiment. Tout téléachat ? Téléchat, ouais, quasiment. Il y avait quasiment tout sur YouTube à l'époque. Ah ouais. J'ai jamais... je peux même dire qu'ils avaient fait une saison 2, mais qui n'a pas duré longtemps. Ah, ok. Mais voilà, c'était pour dire ça. Je suis fan de la série, moi. J'aime bien déjà. Je trouve la DA, elle est très drôle. C'est très cryptique, un peu comme si on était dans sur un autre canal d'une autre planète, quoi. C'est vraiment étrange. Ouais, c'est ça, c'est voulu dans l'étrange.
On enchaîne avec celui-là, on est obligé d'en parler vu qu'on est en Bretagne. Les écrits de Merlin, qui a été retrouvé en 2019 à l'université de Bristol en Angleterre, complètement par hasard. C'est ça. C'est que des trucs comme ça. Les lost media, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est pour ça que ça intéresse beaucoup les gens. C'est que c'est souvent des trucs complètement. Je me rappelle, je crois que j'en parle aussi, et Feldup en avait parlé, le lost media de la passion de Jeanne d'Arc qui a été retrouvée Oui, la dans passion de une Jeanne d'Arc, oui. poubelle. Enfin, je crois que c'était un petit peu romancé, c'était un petit peu moins. Mais ça avait été quand même retrouvé dans un. Je crois que c'était dans un hôpital psychiatrique. Ouais, c'est ça. C'était les négatifs. C'était les négatifs du film en plus, tu vois. Enfin, c'est des trucs comme ça, complètement débiles, qui fait que tu as envie de t'intéresser. Ce genre d'histoire un Voilà. peu. Ouais. C'est sûr. Du coup, une grande partie, enfin en tout cas une partie de l'histoire arthurienne en Bretagne C'est qui a ça. été retrouvée par hasard et avec beaucoup de chance. Parce que On là, a pour le beaucoup de coup, chance, ouais. C'est ça aurait pu vraiment, être jeté, clairement. Ouais, carrément. Ouais. Non, on a eu beaucoup de chance. On enchaîne avec une vidéo qui a été mise sur YouTube par Warner Music Korea, une interview du coup du groupe Justice, qui a été mis en privé et introuvée depuis. Je pense qu'on l'a pas retrouvée. Alors moi, faut savoir que, et je pense qu'on en reparlera peut-être après si on parle de ma dernière vidéo, mais faut savoir que quand je fais quelque chose, et je le fais du coup de plus en plus, quand je veux parler de quelque chose, j'aime directement demander aux personnes concernées. Je l'avais fait pour la vidéo sur Mirapolis que j'avais sortie, qui s'est fait strike dans tous les sens par les copyrights, mais j'avais fait aussi ce travail-là d'aller demander directement des gens, auprès des gens, ceux qui avaient connu Mirapolis et m'en parler, comme des sortes d'interviews. En fait, j'aime bien recueillir directement on va dire les pensées, ce que ressentent les gens par rapport à ce sujet parce qu'ils sont directement concernés. Et faut savoir que moi, j'ai contacté absolument toutes les personnes que je pouvais contacter, que ce soit le management de Justice, tout le monde. Personne m'a répondu, normal, je suis une random. Mais il faut savoir que ce genre de truc-là, c'est assez marrant un peu. Parce que tu sais, dans les lost media, il y a souvent des gens qui sont en mode, ah, tel truc, on l'a pas retrouvé, j'ai cherché partout sur Internet. Mais souvent, ils pensent pas à demander en fait juste aux personnes qui ont peut-être les droits ou des trucs comme ça, en mode, tu sais, aller regarder dans le parce qu'en plus, je crois qu'on a le générique de fin. C'était pour Justice for All. Ah, c'était sur l'autre. Ouais, ah oui, l'autre. Non, c'était On en parlera un peu l'interview, après. ça. Ouais, là c'était pour l'interview de Warner Music. C'était pour Korea. l'interview de Warner Music. Tu vois, et même du coup pour Justice for All, souvent, tu sais, il y a des crédits, il y a des gens qui sont mentionnés. Tu peux essayer de leur demander directement. Et ça coûte rien. Et s'ils te répondent pas, tant pis. S'ils te répondent, ils te disent non, tant pis. Et s'ils te répondent, ils te disent oui, tant mieux. Donc dans tous les cas, en fait, t'as rien perdu. Mais c'est vrai que ça serait cool qu'on les retrouve aussi parce qu'en plus, Justice sont encore d'actualité. Hein, ils ont sorti un album récemment. Ils ont sorti Hyper Drama. Voilà. Hyper Drama, je l'ai. Ils ont drop Hyper Drama l'année dernière qui était une masterclass. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé un album électro comme ça depuis les Daft Punk, depuis leur album Cross. Parce qu'en plus Justice, ils aiment bien se faire attendre, tu vois, ils aiment bien attendre longtemps avant de nous drop des vrais clairement. trucs. Mais en tout cas, je préfère ça et qu'ils drop un vrai truc et voilà, qu'ils fassent des feats avec Tame Impala, qui fonctionne super bien et même genre tout. Mais du coup, ouais, c'est des gens qui sont encore actifs. Donc pourquoi pas. Justement, continuons à parler. Donc, c'était le film documentaire Justice for All, du coup. C'est ça, sur leur concert, ouais. Qui a été diffusé sur MTV Pulse, qui a été enregistré, qui a été mis sur YouTube, puis supprimé à cause des droits, et jamais retrouvé après. Mais ça, il y a des gifs, on en a parlé tout de suite. Voilà. Il y a des gifs qui existent, donc on sait qu'on peut le retrouver potentiellement, celui-là. Ça, voilà, les lost media, au niveau de Justice, honnêtement, je pense que j'ai beaucoup plus d'espoir parce que je pense que c'est juste que encore une fois, c'est des questions de droit. Peut-être qu'à un moment, ils vont sortir, tu sais, c'est souvent des trucs comme ça, ils vont ressortir un truc collector, ou genre, je sais pas, ils vont sortir quelque chose, mais du coup, ils auront les droits directement parce que c'est eux, et là, on va retrouver plein de trucs qui sont pas sortis parce qu'ils ont attendu, et c'est ce ils aiment bien faire ça aussi, Justice, ils aiment bien attendre, et c'est un peu aussi comme Daft Punk, il y a aussi un peu ce côté mystère, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez embêtant, les copyrights, ça je pourrais en parler genre des heures, à quel point ça en tant que créatrice de contenu, et même genre je pense que beaucoup de gens sont dans le même cas, c'est très frustrant les droits, les copyrights, quand tu postes quelque chose qui est pas monétisé juste pour le préserver
préserver pour pouvoir le laisser une trace et que tu te fais strike parce que t'as pas les droits dessus alors que tu gagnes absolument zéro thune dessus. Je trouve que j'ai l'impression que les gens ils pètent un plomb sur le copyright, ça devient de plus en plus aberrant. Je prends l'exemple d'un truc dont je me suis rendu compte il y a pas si longtemps et qui est un sujet d'actualité. Donc le groupe Pink Floyd qui ressort en 4K le live à Pompéi. Et quand je décide de... En fait, le live à Pompéi, c'est un live qui date de 1972. Il est sur YouTube depuis la création de YouTube. C'est une vidéo qui est postée par des fans. Donc, tu as tout le live, c'est genre 1h30 de live. C'est de la qualité nulle, mais le live a toujours été disponible sur YouTube. Bizarrement, depuis qu'ils ont sorti tous les teasers comme quoi le live à Pompéi allait ressortir au cinéma, bizarrement, aucune trace du film d'origine. D'accord. Parce que tout simplement, en fait, ils ont remis des droits dessus et ils ont dit, bon, maintenant, vu que notre film live à Pompéi, c'est qu'une question d'argent, en fait. Et c'est ça qui est frustrant. C'est même pas une question de, oui, mais genre, vous avez gagné de l'argent. Les gens n'ont pas gagné d'argent en postant cette chose-là. En fait, c'est vraiment juste pour le préserver, parce que c'est un vieux film. Et je trouve ça nul. Voilà, je trouve ça juste nul. Je trouve ça juste nul de strike. Moi, j'avais envie de regarder la vieille version et je peux pas parce qu'elle a été strike, quoi. Et c'est frustrant. Peut-être que pour Justice for All, il y aura MTV qui va rediffuser un jour. Mais je pense que c'est ce qui va se passer. Il y a des chances. C'est ce que je t'ai dit par rapport aux collectors. En fait, c'est souvent des trucs comme ça. C'est souvent, tu sais, il y a des vieux trucs qui ont disparu. Tu peux pas les reposter parce que ça se fait strike. Et d'un coup, au bout de 10 ans, les mecs font ah ben voilà, ça c'est le live de Justice de 2008 sorti derrière les fagots, tu vois, parce qu'on l'a remis en 4K, j'en sais rien. Enfin, ils ont toujours une excuse pour refaire de l'argent dessus, mais bon, je trouve ça juste dommage. Mais moi, j'avais une anecdote, c'était sur Around the World One More Time des Daft Punk. En fait, si on va sur YouTube, c'est pas un Lost Media, mais c'est une anecdote. Si on va sur YouTube et qu'on regarde le clip, il sera hébergé sur la chaîne YouTube des Daft Punk officielle, avec la petite note de musique. Mais en fait, j'avais souvenir qu'à l'époque, et c'était pas sur la chaîne YouTube des Daft Punk. Okay. C'était sur Warner Music France. Sur la chaîne YouTube de Warner Music France. Et en fait, du coup, je suis allé dans la Wayback Machine, j'ai pris le lien de One More Time des Daft Punk, j'ai lancé mes recherches, je suis allé au plus loin de l'archive, et la première archive date de 2006, il me semble, et c'était pas émergé ni sur Warner Music France, ni sur Daft Punk, mais sur EMI Music. Ah d'accord, ok. Donc en fait, YouTube a ce pouvoir de pouvoir changer de vidéo à une chaîne YouTube. Je savais même pas. Mais donc c'est passé de EMI Music à une chaîne de transfert, on va dire, à Warner Music France, et aujourd'hui c'est sur Daft Punk officiel. Ouais, mais c'est assez marrant. C'est vraiment la même vidéo, ils l'ont c'est le même lien, c'est la même vidéo, c'est le même nombre de commentaires, les mêmes vues, etc. Ça m'étonne pas, tu sais, quand c'est des gros... c'est des gros trucs, ils peuvent s'arranger. Ils passent un coup de vidéo, tu peux me transférer la vidéo d'un compte à un autre, s'il te plaît. Ouais, pas de souci. Ouais, non, ok, je savais pas. Bah, en vrai, bon à savoir. Hein. Ouais, c'est une anecdote que pas beaucoup de monde sait, et YouTube donc, a cette fonctionnalité. Stylé. On enchaîne juste avec une petite anecdote, c'est le Big Deal. T'en avais fait parler. C'était par rapport à l'enregistrement des épisodes, et en fait le fait que les gens n'enregistrent pas forcément les jeux télé, qu'ils sont pas non plus archivés en DVD ou cassette parce que ça n'intéresse pas forcément des gens, et qu'au final des gens sont en train de se dire oui mais je veux récupérer le moment où je suis passé, moi ce serait cool. Et finalement on le retrouvera peut-être jamais. Alors, concernant ça, il y a quand même RMC Story récemment qui diffuse le Big Deal, les nouvelles versions, qui ont diffusé des anciens épisodes sur leur chaîne. Ouais, parce que c'est ressorti, enfin, ils ont ressorti une saison, donc je pense qu'aussi c'était un bon prétexte pour... Voilà. Ouais. Non mais ouais, je suis d'accord. En fait, le truc c'est que j'ai vécu ça aussi dans ma vidéo sur les Lost Media, j'en parle aussi du Lost Media lié à mon daron. Voilà, on allait y venir après. Voilà. Mais oui, c'est quelque chose qui est assez frustrant dans les jeux télévisés, c'est que c'est souvent c'est quelque chose que tu regardes, c'est pas un film, c'est pas une série, il y a pas de coffret qui sortent, il y a pas d'édition physique qui sortent, c'est vraiment que c'est passé à la télé. Et des fois t'as des sites comme TF1 Replay ou des trucs comme ça, M6 qui mettent les replays, mais tu sais après ils finissent par les supprimer parce que c'était il y a trop longtemps. Voilà, c'est ça. Et donc si t'as pas enregistré, t'es foutu.
tant pis. Voilà, c'est ça. Et pour terminer de parler de cet iceberg, on va juste parler vite fait du doublage VF français de Ren et Stimpy qui là a été retrouvé. Oui, c'est ça. Tu en as parlé tout à l'heure. Mm. Déjà, ça c'est cool qu'il a été retrouvé. Parce que ça avait l'air d'une série un peu déconnante. C'est très drôle. Mais c'est très. En fait, t'avais fait l'allégorie avec Beavis et Butthead dans ta vidéo. Mhm. Je suis très fan de Beavis et Butthead, donc Ouais, forcément. non, mais en fait, le truc, c'est que Beavis et Butthead, genre, c'est très l'humour vraiment de stoner, tu vois. Ouais, C'est clairement, vraiment de fou. l'humour de stoner. Ren and Stimpy, je crois d'ailleurs, j'ai pas fait le disclaimer, mais je crois que le mec qui est derrière Ren and Stimpy, il a fait des trucs pas ouf. Hein, la série, elle est relativement dérangée parce que ça vient d'un cerveau dérangé et, Je et vois ça très se bien. ressent. Et il y a des passages de Ren and Stimpy. Moi, je sais que j'ai toujours eu du mal à regarder quand ça passait à la télé, je sais plus. Ça passait en plus très rarement parce que c'était tellement un peu bizarre que. Ouais. Mais c'était pas bizarre du style Courage de chien froussard ou c'est pas. Voilà, ça reste bizarre, un peu étrange, mais c'est ok. Là, Ren and Stimpy, il y avait vraiment des trucs de torture un peu, mais déguisés. Genre, Ouais. c'était vraiment. T'étais pas à l'aise Ouais, dedans. franchement, je peux comprendre. Non, moi, Ren and Stimpy, c'est vraiment à petite dose, curiosité morbide un peu, mais. Je veux pas trop regarder ça, quoi. Je trouve ça un peu flippant. Ok, ouais, je vois bien. Et ben moi, je lance un Lost Media que j'ai jamais réussi de retrouver. Pourtant, cette fois-ci, j'ai essayé de contacter un max de monde pour le retrouver. Je suis allé jusqu'à appeler la chaîne de télé qui avait diffusé. Ouais. Et j'ai jamais réussi à retrouver. C'est la VF de la série 1000 morts insolites qui a été diffusée sur Discovery Science. Ok. Voilà, introuvable Si les vous l'avez, épisodes. les gars. Donc voilà, je lance la recherche. Si des gens trouvent les VF de cette série, que je suis très fan. Tu suis le Discord des Lost Media ou pas? Lost Media français? Non, je suis sur le Reddit de Lost Media FR. Bah, si J'avais tu veux- fait un post. Oui, déjà. Ah, t'avais fait un post? Déjà, ouais. Bah, en vrai, bon, ça vaut ce que ça vaut. La plupart du temps, ça amène à rien, mais on sait jamais. Je t'enverrai le Discord. Yes, ok, C'est carrément. c'est vraiment un Discord Lost Media français. Ok. Et puis, je ferai aussi, si j'y pense, je mettrai un petit post dans mon salon à moi. Comme ça, je verrai. Mais c'est vrai que le plus souvent, les gens sur mon Discord, par contre, ont rien du tout. Ils sont vraiment juste en mode clueless, mais peut-être sur le subreddit FR. Sur Peut-être. le Lost Media FR. Peut-être, mais encore une fois, ça dépend des enregistrements des gens quand ils enregistraient la chaîne, je pense. Ouais, Malheureusement, aujourd'hui, ça s'arrête à ça. c'est ça. Bon, on va enchaîner encore sur ta chaîne, puisqu'hier, tu as sorti une vidéo. Alors, hier, du coup, je sais pas quand est-ce que vous avez... Récemment, en tout cas, tu as sorti une vidéo pour Ouais, je crois que parler... c'était hier ou avant-hier, je m'en rappelle même plus. C'était il y a 2 jours, je crois. C'était pour parler, du coup, de Pink Floyd, le groupe. Oh, spoiler! Bon, ça se devine un peu au titre, quoi. Non, Non, mais tu sais qu'il y a quand même des gens qui ont regardé la vidéo 2 fois et qui m'ont dit je ne sais pas de quoi ça parle. Mais bon, après, c'est pas notre génération, tu vois. Je veux oui, dire. c'est ça. Et puis, c'est plutôt normal. Mais oui, effectivement, c'est sur Pink Floyd. Et la vidéo, elle va sortir quand? Alors, Ah, en fait, pour te dire, la vidéo sur Pink Floyd, c'est le plus gros truc que je vais faire sur ma chaîne. De tout ce que j'ai fait là auparavant, même en termes de longueur. Je crois que la vidéo la plus longue que j'ai faite, c'était la partie 3 des Lost Media qui dure à peu près un peu moins de 2 heures. Là, on est sur un semi-documentaire qui va durer environ 3 à 4 heures. Il sera probablement divisé en 2 vidéos différentes, mais là encore une fois, je ne sais pas trop. Ça fait depuis février que je bosse dessus. Dis-toi que le script est toujours pas fini et on est en avril. Par contre, c'est vraiment un projet qui prend beaucoup de temps, donc j'ai prévu, comme c'est marqué sur le teaser, du coup j'ai prévu une sortie au moins de la partie 1 en septembre. Et encore, j'ai pas donné de date précise. Je ferai un autre teaser un peu plus vers la date pour vraiment donner la date réelle. ok. Mais ouais, j'aimais bien ce truc-là de faire un truc un peu mystérieux et aussi dans la description du coup de mettre un lien vers une autre vidéo en non répertorié. Mais je pense que je le referai aussi peut-être avec des edits. Je dropperai quelques non répertoriés par-ci par-là pour teaser le truc sans vraiment dire le nom à chaque fois. Je trouve que c'est sympa parce que ça fait aussi partie de la DA de Pink Floyd d'être très mystérieux, là encore une fois. Et en fait, du coup, ce qui diffère de mes autres vidéos, c'est que du coup, je reviens sur les interviews. C'est une vidéo qui a des interviews.
J'ai interviewé des gens qui ont bossé avec Pink Floyd. J'ai pas interviewé Pink Floyd. J'ai interviewé Ron Gizin, notamment, qui était adorable. J'ai interviewé Andy Jackson, qui était du coup l'ingé son sur les 5 derniers albums, du coup à partir du film The Wall jusqu'à The Endless River. J'ai interviewé aussi Paul David Wright, qui est genre le mec qui a fait les sculptures sur le film The Wall. J'ai aussi parlé avec Rob Harris, du coup, qui est le mec qui a fait les grosses sculptures à partir des sculptures de Paul David Wright. Enfin, en fait, c'est que des gens très intéressants, qui ont beaucoup de choses à raconter et que j'ai interviewé et dont j'ai les rushs et dont j'ai hâte de les implémenter dans ma vidéo. Il y a aussi beaucoup de dessins parce que j'ai un diplôme en cinéma d'animation 2D. Je fais du dessin et c'est quelque chose que j'utilise pas dans mes vidéos parce que ça prend beaucoup de temps et que j'en voyais pas l'utilité. Et là, il y a beaucoup de moments dans la vidéo où je vais parler de tel ou tel sujet et je me suis dit, mais je pourrais mettre un vieux visuel, genre un vieux snapshot de Roger Waters, tu sais. Mais ce que je peux faire aussi, c'est que je peux dessiner. Je peux dessiner la mise en scène de ce que je raconte, tu sais. Par exemple, je prends un truc au pif, le moment où ils sont en train de faire les sessions de Wish You Were Here et que David Gilmour prend sa guitare et qui d'un coup il fait les 4 notes, les seed stems, le seed stem. Bah, tu vois, ça va être un dessin. Ça va être en dessin. Et donc, ça te fait... c'est pas en animation vraiment, même si je compte aussi mettre des animations dedans, ce qui va être plutôt stylé, mais très très long à faire. Donc voilà, ça va être un mélange de facecam, comme j'ai l'habitude de faire. Ça va être un mélange de dessin, de visuel travaillé en dessin. Et ça va être un mélange d'interviews. Ça va être un mélange... En fait, ça va vraiment être un documentaire, en fait. Et donc, le travail est très conséquent. J'imagine. Et puis surtout, interviewer des gens passionnés. Hein, là, pour le coup, qui ont des choses... Beaucoup, j'imagine, de choses à raconter. Ouais, et c'est vrai que moi, je sais que mes questions portaient beaucoup sur Pink Floyd, du coup, et parce que c'est des gens qui ont fait autre chose, mais faut que je reste focus, tu vois, faut que je pose des questions. Mais après, en dehors de l'interview, on a discuté un petit peu plus de ce qu'il faisait dans la vie. Ron Gizin m'a proposé d'écouter pas mal de sons. Il m'a drop plein de trucs sympas que j'ai écoutés. J'ai aussi eu, là, j'ai eu une interview hier de Jeffrey Page, qui est un mec qui était... en fait, c'est un gars qui a bossé surtout dans l'ombre avec Pink Floyd. Il a connu Nick Mason en faisant son jardin de manière complètement random. Il s'est retrouvé à bosser à Britannia Row et il m'a envoyé une copie de son livre autobiographique, c'est pas une blague. Et du coup, en fait, les choses avancent et c'est ce que je te disais tout à l'heure sur ce concept de demander. Ça te coûte rien. Tu sais, moi quand j'ai envoyé genre une trentaine de mails à plein de gens. Des gens, je savais que j'allais jamais les avoir en interview, notamment Alan Parsons, mais ça m'aurait fait kiffer de l'avoir en interview. Et d'autres gars qui m'ont pas répondu, notamment parce que je pense qu'ils ont autre chose à faire, comme Audrey Powell qui a fait du coup avec Storm Thorgerson les pochettes d'albums. Mais il y a eu aussi des gens qui m'ont répondu direct. Andy Jackson m'a répondu 2 heures après mon mail et il m'a dit ok, je suis chaud. Enfin, ça te coûte rien en fait de porter, on va dire, tes balls et d'y aller. Et si on te dit non, bah tant pis. Moi, on m'a recalé. Hein. Je sais que les mecs du coup le management de tous ceux qui sont autour de David Gilmour, etc., m'ont dit clairement, il n'y a aucun moyen que tu puisses approcher personne. J'ai fait ok, pas de souci. Mais en fait, ça te coûte rien. Ça te coûte rien. Et moi, je leur envoie les Google Drive avec tout ce que j'ai fait depuis le début, avec toutes les interviews, tous les storyboards que j'ai fait, tous les dessins, les croquis, machin, tout. Comme ça, je leur montre le projet. Je leur dis, c'est un projet qui n'est pas monétisé. C'est un projet que je fais totalement à perte sur plusieurs mois de l'année, qui me prend énormément de temps. Mais je le fais par passion parce que j'ai envie de rendre hommage à ce groupe qui est hyper important pour moi. Et aussi, peut-être donner envie aux gens qui connaissent pas forcément et qui connaissent Pink Floyd juste parce qu'ils pensent que c'est une marque de t-shirt, de leur donner envie de s'intéresser un peu plus. Qu'est-ce que c'est The Dark Side of the Moon? C'est dans le top 3 des albums les plus vendus. C'est pas pour rien. Il y a une DA. Pourquoi il y a des tonnes de gens qui ont le fameux t-shirt avec le triangle, etc. Et je voulais aussi, du coup, pourquoi je voulais parler avec des gens qui sont de l'entourage de Pink Floyd, que ce soit des ingé-sons, que ce soit les mecs qui ont fait les maquettes, que ce soit des mecs qui ont bossé sur leur DA, parce que je trouve ça aussi intéressant de pas forcément parler que de musique, mais de parler de tout ce qui entoure le groupe, donc les tournées qui étaient complètement insane, surtout les cover art. Moi, j'ai une grosse passion pour les cover art de Pink Floyd que je trouve vraiment magnifiques. Le taf de Hypnosis et de Storm Thorgerson, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Même sur d'autres albums, sur d'autres créateurs. Parce que Hypnosis, ils ont vraiment bossé avec d'autres gens très très chauds. Hein. Ils ont fait les covers de Led Zeppelin, ils ont fait les covers aussi de Muse.
Ils ont fait les covers de 10cc, ils ont fait les covers de Alan Parsons Project, ils ont fait les covers de plein de gens. Et en fait, quand tu regardes sur leur site, c'est vraiment juste trop beau, quoi. J'adore. Et donc voilà, j'avais envie de parler de beaucoup de choses, de vraiment de tout, et pas juste genre, voilà, en fait, The Dark Side of the Moon, bah, en fait, il y a The Great Gig in the Sky et c'est trop bien et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment essayer de dig dans leur histoire parce que je la trouve passionnante. Et on va faire comment pour pouvoir voir cette vidéo qui arrivera en septembre, du coup, sur ta chaîne? Tes réseaux faut sociaux. s'abonner à Orasam. Voilà, Orasam. Sur YouTube, du coup? Alors, sur YouTube, il y a... ça va être posté sur YouTube. Ce que je conseille aux gens, ça serait aussi de me suivre sur Twitch, parce que sur Twitch, je fais des lives de manière, d'ailleurs, je vais peut-être en faire un ce soir, où justement, je vais donner des updates. Enfin, c'est souvent des live discussions où les premières trentaines de minutes, voire la première heure, je parle de ce que je fais en ce moment. Je montre ce que j'ai déjà fait. Là, j'ai genre 3 ou 4 edits de Pink Floyd montés avec du texte, un peu comme des clips, en fait. Tu vois, j'ai fait des edits. Mhm. Et puis pareil, les interviews et tout, j'aime bien partager ça avec ma communauté, même si je sais que c'est pas forcément quelque chose. Et ça, c'est aussi un virage à 180 degrés qui fait un peu peur pour moi, même si je sais que la vidéo sera vraiment bien et qu'elle sera taffée. C'est surtout au niveau du sujet, parce que comme tu l'as dit au début, moi ma chaîne YouTube, je l'ai vraiment commencé dans un délire un peu, on me disait que j'étais feldupe féminine, hein, littéralement. Je l'ai pas pris mal, parce qu'en soi, qu'on me compare au travail d'un mec que j'admire, je suis en mode ok, et c'était pas méchant, tu vois, les gens aiment bien comparer, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément envie de devenir une chaîne horreur, une chaîne qui est vraiment que sur les mystères et l'horreur et les machins, tu vois. J'avais envie de parler de plein de sujets, c'est pour ça que j'arrive pas trop à décider d'une DA spécifique, mais je sais que je parle des trucs qui me passionnent. Et parler de faire une vidéo de 4 heures ou genre 2 vidéos de 2 heures sur Pink Floyd, c'est un gros pari. Ça a probablement flop malgré le taf qui a été fait, mais je m'en fiche un peu parce que je fais ça pour moi, et je sais que c'est surtout aussi un moyen de pouvoir mettre en avant toutes les compétences que j'ai acquis aussi. Là, j'ai acquis beaucoup de compétences en montage, et c'est surtout aussi un moyen d'avoir une sorte de book que je peux aller voir je sais pas, genre des sociétés qui m'intéressent en leur disant voilà, j'ai envie de bosser là-dessus. Les interviews, c'est pareil, j'aimerais aussi faire des interviews peut-être dans ma vie, parce que j'ai aimé les faire, j'ai aimé parler avec les gens, et voilà, je sais que c'est pas un projet qui va servir à rien, tu vois. Donc voilà. J'imagine, et moi j'ai personnellement hâte de voir du coup cette vidéo sur Pink Floyd. C'est peut-être ces 2 parties du coup si c'est trop long. Oh, ouais. et du coup abonnez-vous à Orasam sur YouTube, suivez Orasam sur Twitch. Ouais. Est-ce qu'il y a Instagram peut-être? En fait, j'ai un Linktree directement sur ma chaîne YouTube où il y a tous mes réseaux, mais c'est vrai que ceux où je suis le plus active, c'est vraiment Instagram et Twitch pour faire des lives où je fais des updates, quoi. Ok, et un Discord aussi. Et un Discord, si les gens veulent aller sur Discord, mais je sais que pas beaucoup de gens vont sur Discord en vrai, quand même. Ça s'est calmé là. Mais c'est une petite commune, on est très sympa, mais mais voilà. Merci Orasam pour toutes ces informations. Suivez Orasam sur YouTube, sur Twitch. Mais je t'en prie. Je te remercie d'être venu. Et puis nous, forcément, on fait le relais du coup de tes vidéos. Merci beaucoup de faire la voir ça. Tout ça, c'est très très cool, franchement. C'est adorable et j'ai adoré parler avec toi. Donc tout le plaisir est pour moi. N'hésitez pas à aller voir du coup toutes ces vidéos qu'on vous a recommandées déjà, qui sont déjà sorties du coup. Oui. Et puis moi, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur Fréquence 8. À bientôt. Salut.